Bienvenue dans les chroniques de la Charente inférieure. On va décortiquer comment la survie d'un édifice de plus de 1000 tonnes, la Sainte, l'arc de Germanicus, s'est joué à quelques centimètres près en fait. Et à quelques politiciens près aussi. Mais avant d'analyser comment il a failli finir en gravat au XIXe siècle, il faut qu'on comprenne ce qui rendait cette structure si massive et, paradoxalement, si vulnérable. Donc on remonte le temps. On est en l'an 18 ou 19 de notre ère. À cette époque, la ville de Saintes ne s'appelle pas Saintes, elle s'appelle Mediolanum Santonium. Et c'est pas n'importe quelle ville, c'est le centre névralgique, c'est la capitale de l'immense province de la Gaule-Aquitaine. C'est l'artère majeure qui reliait la capitale des Gaules, donc Lyon, à l'océan Atlantique. Et là, d'ailleurs, il faut tout de suite corriger une idée reçue, ce n'est absolument pas un arc de triomphe, il n'y a aucune célébration de victoire militaire là-dedans. Ah, donc c'est pas du tout comme l'Arc de Triomphe à Paris, quoi. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle une porte votive. En gros, un arc routier doté de deux grandes baies pour séparer les deux sens de circulation. Ça marquait l'entrée sur le pont qui enjambait la Charente. Et cet édifice, il est dédié à l'empereur Tibère, à son fils Drusus et à son neveu Germanicus. D'ailleurs, petit détail des sources, si on l'appelle communément l'arc de Germanicus aujourd'hui, c'est uniquement parce que son nom est resté le plus lisible sur la pierre au fil des siècles. La postérité tient à une question d'érosion. Le vrai dédicateur principal, c'était Tibère. Mais la vraie anomalie archéologique, pour moi, c'est le financement. Parce que l'Empire romain, avec toute sa puissance, n'a pas déboursé le moindre sesterce pour cette merveille. C'est un financement entièrement privé. Le mécène, c'est un noble gaulois romanisé, un certain Caius Julius Rufus. Et l'arc entier est conçu comme une énorme vitrine personnelle pour lui. Le mec s'est fait plaisir. Sur les pierres de l'arc, Rufus a fait graver une inscription épigraphique qui est un véritable chef-d'œuvre de propagande politique. D'un côté, il étale tous ses titres romains de très haut rang, genre il précise bien qu'il est prêtre de Rome et d'Auguste à l'hôtel du Confluent à Lyon. C'est une position ultra prestigieuse. Donc il montre patte blanche à Rome. C'est ça. Mais de l'autre côté, il détaille très fièrement son ascendance strictement gauloise. Il s'affiche noir sur blanc comme le fils de Catuanenus et l'arrière-petit-fils d'un certain Epotsoviridus. Non mais c'est une démarche qui rappelle étrangement celle d'un milliardaire moderne, le gars qui achèterait les droits de nommage d'un stade olympique juste pour y faire clignoter son nom en lettres d'or. Mais tout en s'assurant que le communiqué de presse précise bien, en petits caractères, qu'il est issu d'un tout petit village de la région pour faire humble, quoi. C'est une gigantesque campagne de relations publiques. Rufus montre au pouvoir central romain qu'il fait partie de l'élite impériale et simultanément, il rappelle à la population locale, donc les Santons, que c'est un enfant du pays qui détient le monopole de la richesse et du pouvoir. C'est très malin. Et ça nous dit quoi sur la stratégie romaine de l'époque ? Mécaniquement parlant, c'est l'essence même de la romanisation. On n'impose pas seulement l'autorité par les légions et les armes, on l'impose par l'architecture, en construisant une porte de 15 mètres de haut avec des blocs de calcaire pesant plusieurs tonnes, et d'ailleurs sans aucun mortier. Sans mortier ? Ouais, tenus ensemble uniquement par la gravité et quelques agrafes de fer scellées au plomb. Et donc Rufus crée un point de passage obligatoire. Tous les voyageurs, tous les marchands devaient physiquement passer sous son nom pour entrer dans la capitale. On a cette structure colossale bâtie sur la terre ferme des berges de la Charente. Alors, il y a une question qui s'impose logiquement. Comment un édifice d'une telle stabilité, conçu, comme tu dis, sans mortier, pour résister aux millénaires, se retrouve-t-il, des siècles plus tard, piégé au milieu des eaux tumultueuses, au point de pencher dangereusement, je veux dire ? La réponse, elle est dans la géomorphologie du fleuve. Au Moyen-Âge, le lit de la Charente s'élargit naturellement et ses berges s'érodent. Et pour maintenir la traversée, les ingénieurs médiévaux sont contraints de prolonger l'ancien pont romain vers l'est. Par conséquent, l'arc, qui était autrefois en sécurité sur la rive, se retrouve absorbé par la nouvelle structure du pont médiéval. Il devient une pile du pont, en gros. Ces fondations ne reposent plus sur la berge solide, mais elles subissent les assauts constants du courant. Et pour ne rien arranger, ce pont médiéval se couvre au fil des siècles de moulins à aubes, de maisons à colombages, de tours fortifiées. Sauf que le poids et les vibrations de tout ça deviennent insupportables pour les vieilles piles romaines.
Ce qui nous amène tout droit aux années 1840. Là, la situation est devenue apocalyptique, d'après les archives. Le pont médiéval menace vraiment ruine. Il obstrue la circulation des gabarres, tu sais, ces petits navires de fret essentiels au commerce régional. Oui, le commerce fluvial était vital. Mais le plus effrayant dans tout ça, c'est l'état de l'arc de Germanicus. Les rapports de l'architecte Maximilien Lion, qui sont abondamment cités dans nos sources, décrivent un surplomb vertigineux de 1,20 m sur une hauteur totale de 10 mètres. Ce qui correspond à une inclinaison d'environ 12%. 12%. La célèbre tour de Pise n'affiche qu'une inclinaison de 7%. C'est à peine la moitié. Pour que ceux qui nous écoutent visualisent bien ce que représente une inclinaison de 12% sur une voûte en pierre de taille, on peut utiliser une métaphore physique. C'est exactement comme une tour de blocs de bois, genre un Jenga. Oui, l'image est parfaite. Si on incline la table de 12%, la tour ne se contente pas de pencher d'un bloc. La géométrie entière change. Les espaces entre les blocs s'ouvrent parce que la friction qui les maintient ensemble disparaît, tout simplement. Et c'est pour ça que les rapports indiquent que les joints de l'arc étaient tellement disloqués qu'un homme adulte pouvait y passer le bras. La clé de voûte ne tenait plus que par un miracle de la physique. Et donc, face à un tel danger, la municipalité de Saintes prend une décision implacable qui est dictée par la logique de l'époque. On rase tout. L'intégralité du site, le pont médiéval et la ruine romaine doivent disparaître pour laisser place à un pont moderne, bien dégagé et surtout sécurisé. Et c'est là qu'intervient une anecdote qui, franchement, frôle l'ironie absolue. La ville veut donc détruire un pont romain qui, malgré son inclinaison cauchemardesque, résiste aux crues et à la gravité depuis 1800 ans. Et pour le remplacer, en 1841, un pont suspendu à câble. La grande mode du 19e. Le 12 juin 1841 vient le jour de l'épreuve de charge. On dispose 5000 briques sur le tablier, manipulées par une dizaine d'ouvriers. Et là, les câbles se rompent brutalement, le tablier se disloque et le pont flambant neuf s'effondre direct dans le fleuve, emportant les ouvriers avec lui. Il n'y a eu que des blessés. Ils ont été repêchés in extremis dans la vase. La science métallurgique des ponts suspendus, n'en est qu'à ses balbutiements. À l'inverse, l'architecture romaine repose sur la compression pure. Même disloquées, les pierres pesant plusieurs tonnes continuaient de pousser les unes contre les autres. C'est la masse seule qui empêchait l'arc de basculer dans le vide. Mais cette démonstration d'échec moderne, ça n'arrête pourtant pas les politiciens locaux. La décision de démolir l'arc de Germanicus reste super ferme. Et c'est à cet instant précis qu'éclate une guerre politique surréaliste pour le sauvetage du patrimoine. L'entrée en scène de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, débarque à Saintes avec la ferme intention de sauver l'arc. Mais il ne se heurte pas à des considérations techniques en fait. Il affronte un groupe de pression redoutablement organisé. Les fameux commerçants du faubourg. Mais alors, pourquoi des épiciers et des marchands de tissus se passionneraient-ils pour la destruction d'une ruine antique ? La motivation est purement économique comme souvent. L'ancien pont, au bout duquel trône l'arc, débouche en ligne droite absolue sur leur rue commerçante. C'est l'artère vitale du faubourg. C'est par là qu'arrivent tous les clients. Les monuments historiques, eux, proposent de dégager le fleuve, de sauver l'arc sur la berge et de construire le nouveau pont quelques dizaines de mètres plus loin. Mais pour les commerçants, décaler le pont, c'est dévier le flux des clients. C'est la mort assurée de leur négoce. Leurs correspondances sont hallucinantes. Lors d'une réunion hyper houleuse, qui est rapportée par Mérimée, les commerçants exigent la construction d'une passerelle métallique exactement sur l'axe de l'ancien pont. Sans bouger d'un centimètre. Et ça impliquerait de faire passer cette structure directement à travers l'arc romain, ou alors de le détruire purement et simplement. Et leur slogan, il résonne dans les archives, « La ligne droite, la ligne droite ». Mérimée décrit notamment un teinturier reconnaissable à ses mains glauques. Genre effrayante. Non, glauque au sens de la couleur. C'était dû aux teintures industrielles chargées de produits chimiques vert-bleu qu'il utilisait. Et ce gars aux mains vertes hurle contre l'arc. Pour lui, ce tas de pierres, ça représente une perte potentielle de 30 000 francs de chiffre d'affaires. L'idée même de préserver une ruine au détriment de l'industrie locale leur paraît être genre une folie parisienne complètement déconnectée de la réalité. Mais l'absurdité atteint son paroxysme avec la contre-proposition du maire de Saintes. Face à l'intransigeance de Mérimée qui refuse, logiquement, toute passerelle qui viendrait défigurer le monument, le maire suggère tout bonnement de déconstruire l'arc et de le rebâtir sur une colline à l'extérieur de la ville, au carrefour des routes royales.
Mérimée, il est scandalisé et il lui fait remarquer un détail crucial. L'inscription latine gravée sur la pierre mentionne clairement « Ad conflumentem », ce qui signifie textuellement que l'édifice est bâti au bord de l'eau. Et la réponse du maire, elle est légendaire. Il lui dit « L'inscription, monsieur, nous la changerons ». C'est l'équivalent au XIXe siècle de proposer de photoshopper un document officiel vieux de 2 millénaires juste pour fluidifier un plan de circulation municipal contemporain. On efface carrément l'histoire réelle pour accommoder le trafic des charrettes, quoi. Et ça illustre la genèse, très douloureuse, du concept même de patrimoine. À cette époque, la notion de valeur archéologique, inhérente à un objet ancien, ça n'a pas encore imprégné la société civile. C'est un concept abstrait pour eux. L'utilité pratique, le flux commercial immédiat, ça écrase toute volonté de préservation. Mérimée écrit d'ailleurs à son ministère qu'il lui semble plus difficile de déplacer une douzaine de marchands de sabots que de raser un chef-d'œuvre romain. Heureusement, après des mois de pression intense, le ministère tranche enfin en faveur de Mérimée. L'arc ne sera ni traversé par une passerelle, ni relégué sur une colline paumée, mais décalé de 28 mètres sur la berge place Bassompierre. Ouf, pour la bataille politique, elle est gagnée. Mais le cauchemar logistique, lui, y commence à peine. Comment on fait en 1843 pour démonter un puzzle ultra instable de 1000 tonnes et le reconstruire sur une berge mouvante? Eh bien, c'est ici que l'héroïsme de l'ingénierie entre en scène. Il est mené par l'architecte parisien Jean-Jacques Clerget et surtout par l'architecte saintais Victor Fontorbe. Et Fontorbe, c'est vraiment l'homme de terrain. C'est lui qui va gérer la boue, les ouvriers, les matériaux, et ça pendant 8 ans, de 1843 à 1851. Le contraste entre la perception romantique de l'époque et la réalité bien crasseuse du chantier, il est frappant. Les sources citent l'écrivain Victor Hugo, tu sais, qui passe par Saintes et observe le démontage. Et il juge l'opération, je cite, « barbare et dérisoire ». Il décrit des pierres antiques réduites en poussière sous les coups des ouvriers. Mais le roman Requiem Mediolanum rappelle malicieusement que Hugo n'est resté que 24 heures sur place pour forger son opinion définitive. La vision de Hugo, c'est vraiment un romantisme de salon. Dans les faits, les ingénieurs ont déployé des trésors de minutie. Chaque pierre a été scrupuleusement numérotée. Et face à l'hiver approchant, Fontorbe a commandé 171 bottes de paille de 10 kg chacune pour emmitoufler méticuleusement les blocs entreposés sur les quais. C'est une prévention contre un phénomène géologique très précis, la cryoclastie ou gélifraction. C'est quoi exactement ? Ces blocs de calcaire poreux venaient d'être sortis de l'eau ou retirés de la structure après avoir absorbé l'humidité du fleuve pendant des siècles. Si cette eau stagnante à l'intérieur de la pierre venait à geler sous l'effet de l'hiver charentais, la glace, en se dilatant, aurait fracturé les pierres de l'intérieur, les réduisant littéralement en éclats. La paille agissait comme un isolant thermique absolument indispensable pour éviter que le gel n'atteigne l'eau dans la pierre. Mais le véritable défi technique, celui qui défie vraiment l'entendement pour moi, ce sont les fondations. En préparant le nouveau terrain, qui est situé à 28 mètres de là, les équipes de Fontorbe découvrent que la roche-mère, donc le substrat dur nécessaire pour supporter les 1000 tonnes du monument, il se trouve enfoui sous plus de 12 mètres de vase liquide. Ils décident d'enfoncer verticalement 108 pieux en bois, directement dans cette boue. Et là, moi, j'ai une objection majeure qui m'apparaît spontanément. Planter du bois dans une zone gorgée d'eau, c'est s'assurer qu'il pourrisse en l'espace d'une décennie, non ? C'est un principe de chimie fondamentale qui sauve tout l'ensemble. Le bois pourrit sous l'action des champignons microscopiques et des bactéries aérobies. Aérobies, donc, qui ont besoin d'air. Voilà, qui ont absolument besoin d'oxygène pour survivre. Or, la vase épaisse et compacte du lit d'un fleuve, ça constitue un milieu anaérobie. Il n'y a pas d'oxygène. Tant que les troncs sont totalement immergés sous la nappe phréatique, isolés de l'air libre, ils ne pourrissent pas. Mieux que ça, ils se fossilisent lentement avec les minéraux de l'eau et deviennent durs comme de la pierre, offrant une stabilité millénaire. Venise entière est d'ailleurs bâtie sur ce principe-là. Donc, le mystère de la putréfaction est résolu. Mais une question mécanique demeure. Parce qu'on est en 1843, on n'a ni moteur ni grue hydraulique. Comment est-ce qu'on parvient à enfoncer 108 troncs de plus de 10 mètres de long profondément dans une boue argileuse super résistante ? Ça requiert l'usage d'une sonnette à mouton.
Une sonnette à mouton? Ouais, le nom est trompeur. C'est une machine de levage en bois équipée d'un lourd bloc de fonte qu'on appelle donc le mouton. Ce bloc, qui pèse souvent plusieurs centaines de kilos, il est hissé à la force des bras ou grâce à la traction de chevaux via un système de poulies. Puis il est relâché en chute libre sur la tête du pieu encore et encore, des milliers de fois. C'est un processus d'une lenteur et d'une pénibilité, mais extrême. Et par-dessus cette forêt souterraine, il fixe un grillage en chêne, avant de noyer le tout dans du mortier. Et là encore, il y a une précision technique qui s'impose, parce que utiliser du mortier traditionnel dans l'eau d'un fleuve, c'est le voir se diluer et se laver instantanément par le courant. Et c'est pour cette raison précise qu'ils utilisent du béton de chaux hydraulique. Contrairement à la chaux aérienne classique, qui sèche au contact de l'air, la chaux hydraulique contient des impuretés d'argile. Ces silicates réagissent et confèrent au matériau une propriété extraordinaire. Il a physiquement besoin de l'eau environnante pour déclencher sa cristallisation. C'est d'ailleurs une redécouverte au XIXe siècle par l'ingénieur Louis Vicat, mais c'était ironiquement une technique que les Romains maîtrisaient déjà parfaitement avec leur mortier de pouzzolane. Mais derrière l'exploit technique, la dimension humaine de chantier, elle est dramatique. Le chantier subit des inondations catastrophiques qui noient les fondations sous 5 mètres d'eau pendant tout un hiver. Et le froid par-dessus. Et pendant ce temps, l'administration de l'État fait preuve d'une avarice redoutable. On se souvient souvent de Mérimée et Hugo comme des sauveurs officiels, les grands héros. Mais l'entrepreneur local en charge des travaux, un certain Prévost, a été littéralement ruiné par l'État. Au bord de la faillite, par des retards administratifs constants, Prévost n'a perçu le paiement final de son travail monumental qu'en 1855, soit 4 années après l'achèvement officiel des travaux. Ça rappelle avec force que la préservation de l'histoire n'a rien de magique. Ce n'est pas une incantation qui fige le temps d'un coup de baguette. C'est un processus industriel, soumis aux caprices de la météo, à la dureté physique du travail, aux lourdeurs bureaucratiques et aux faillites financières. Et le monument actuel, quand on le regarde de près, il porte vraiment les stigmates de cette épopée. Beaucoup de pierres, altérées par le temps et le démontage, ont dû être purgées. Des pilastres et des chapiteaux entiers ont été retaillés à neuf au XIXe siècle. Et plus fascinante encore, des générations d'archéologues ont constaté que, lors du remontage sur la place Bassompierre, de nombreux blocs antiques ont été replacés à l'envers, ou dans un ordre un peu chaotique, ce qui confère aujourd'hui à l'arc de Germanicus une asymétrie singulière. L'édifice que l'on contemple n'est donc plus un pur vestige du 1er siècle. Chaque pierre inversée, chaque chapiteau restauré raconte simultanément la maîtrise des tailleurs romains et l'acharnement désespéré des ouvriers de Victor Fontorbe. Et cette superposition des époques, je trouve qu'elle invite à repenser notre rapport aux vieilles pierres. Lorsqu'on s'arrête paisiblement devant un monument antique sur une place de centre-ville, il ne faut pas se limiter à contempler une relique silencieuse. Il faut s'imaginer le vacarme ahurissant qui l'a maintenu debout. Il faut concevoir les batailles politiques féroces, les teinturiers aux mains tachées de verre qui hurlent pour leurs bénéfices, les édiles locaux qui sont prêts à falsifier des épigraphes latines et les ingénieurs transit froids maniant des moutons de fonte dans la vase d'un fleuve déchaîné. La transmission de l'histoire, ça dépend rarement d'un consensus calme, mais très souvent de la ténacité déraisonnable d'une poignée d'individus. Et le plus intriguant dans tout ça, c'est que l'histoire de ce monument recèle encore des mystères inexplorés qui sont littéralement enfouis sous nos pieds. Et c'est justement par cette pensée finale que se clôturera notre investigation d'aujourd'hui. L'architecture de cet arc prévoyait à l'origine la présence de 3 grandes statues en bronze massif à son sommet, couronnant l'édifice. Et parmi elles, très probablement une figure équestre colossale de l'empereur Tibère. Or, lors des travaux titanesques dans la vase au XIXe siècle, les équipes n'ont repêché qu'un unique artefact, le bas d'une patte arrière de cheval en bronze doré. Aucun autre fragment n'a jamais été remonté à la surface. Une question vertigineuse se pose alors pour ceux qui nous écoutent. Est-il possible que les lourds corps de bronze des empereurs romains pesant plusieurs tonnes aient sombré et qu'ils reposent encore aujourd'hui, intacts, pétrifiés dans le silence et le noir absolu des couches les plus profondes du lit de la Charente? Eh bien, dans un environnement anaérobie où le métal se préserve de la corrosion et sous des mètres de sédiments que les archéologues fluviaux commencent à peine à sonder avec les technologies modernes, c'est une hypothèse tout à fait crédible. Une énigme dorée à méditer en observant les flots sombres du fleuve. L'exploration de l'arc de Germanicus et de ses fondations boueuses s'achève ici. Les ruines ont, décidément, beaucoup de choses à nous dire sur l'avenir de notre passé.